Mes chers camarades, bien le bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en cet été au moment où on enregistre cette émission sur Twitch qui sera dispo aussi sur YouTube et en podcast parce qu'on est absolument partout. Voilà, j'espère que ça va, que vous êtes bien installés. On va partir pour 2 heures ensemble d'entretien. Ça va être super intéressant puisqu'aujourd'hui on se pose une question à propos de l'histoire et de la fin de l'histoire. En fait, on est toujours assez au fait de se dire que bon, il y a un début de l'histoire, mais quand est-ce que ça se termine l'histoire? Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est de l'histoire? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour travailler dessus? Eh bien, pour travailler sur cette thématique aujourd'hui, on reçoit Virginie Tisserand. Attention, présentation. Virginie Tisserand est docteur en histoire politique contemporaine. Elle est spécialiste du monde hispanique, travaille sur les nouvelles expressions politiques au XXIe siècle. Notamment sur les espaces francophones et hispanophones. Après être passé par un master de recherche spécialisé dans le monde hispanique, puis un second en relations internationales, Virginie a réalisé une thèse au laboratoire mixte de l'université Aix-Marseille et du CNRS TELEM, Temps, Espace, Langage, Europe Méridionale, Méditerranée, qui est intitulée, cette thèse Crise et mutation de l'offre politique en France et en Espagne, l'émergence des partis mouvements 2008-2021, sous la direction de Severiano Rojo, je sais pas, j'arrive pas à prononcer le rota, Hernandez, soutenue en 2022. Elle est chargée de l'enseignement à divers endroits comme l'université Aix-Marseille ou à l'EFAP. Elle est également conférencière, conseillère en stratégie de communication pour les entreprises, directrice de publication chez RE France, la revue économique de France. Voilà, c'est complet en tout cas. Bienvenue Virginie parmi nous. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce sujet passionnant. C'est vrai que on a, je vais taquiner d'entrée sur cet entretien, mais souvent quand je rencontre des historiens, particulièrement des antiquisants d'ailleurs, et qu'on commence à parler un petit peu d'histoire contemporaine, ils me disent non, les historiens contemporains c'est pas des historiens, c'est des journalistes. Qu'est-ce que t'en dis toi? Alors, il y a un débat, je pense que de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Il y a un débat au sein de l'histoire en tant que discipline. Néanmoins, l'histoire du temps présent s'impose de plus en plus à l'université et il y a beaucoup de doctorants et de docteurs en histoire contemporaine, donc post 45. Et après, l'histoire, c'est une question de méthodologie. Et après, si tu veux, on reviendra sur ce qui fait aussi débat, c'est la question des sources en fait et la question des témoins de ces événements, mais je pense que des thèses écrites en histoire, même sur l'histoire médiévale, peuvent être invalidées si on découvre de nouveaux témoignages. Donc, c'est ce qui fait avancer l'histoire et c'est justement l'écriture de l'histoire qui est en débat. C'est clair. Alors, j'ai déjà fait une présentation un petit peu complète de ton parcours, mais est-ce que tu peux nous rappeler comment t'en es venu à travailler? Alors, on le rappelle, c'est sur les partis mouvements en France et en Espagne. Déjà, c'est quoi un parti mouvement et comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu es passionné des partis mouvements depuis que tu es toute petite? Comme tu l'as évoqué, j'ai déjà un master de recherche sur le monde latino-américain, la mémoire de l'exil chilien, l'écriture de l'histoire et de la mémoire, en fait, à partir de l'exil. Et après, j'ai eu un autre master, notamment en relations internationales à Sciences Po Aix. J'ai commencé à penser en fait à ce sujet de recherche à partir de 2014-2015, quand en Espagne a émergé d'un point de vue médiatique et politique Podemos. Donc Podemos, c'est vrai que tout de suite, parti de gauche radicale, qui au début en fait ne disait pas qu'il était de gauche, c'est après qu'ils ont délimité idéologiquement leur parti, a tout de suite l'Europe qui vivait une crise de la démocratie, a tout de suite braqué les caméras et toute la gauche en fait européenne a vu dans Podemos des conditions de résilience et de renouvellement. Et là, je me suis dit, c'est intéressant, surtout qu'en plus, c'était des méthodologies nouvelles. Ils promettaient de renouveler la politique. Un nouveau parti utilise un petit peu les mêmes méthodes, c'est Ciudadanos, centre droit. Toujours pareil, super intéressant. Et puis arrivent les élections présidentielles en France. Et en 2016, on a deux partis mouvements qui prennent racine dans ce qui se passe en fait en Espagne,
Donc les partis mouvements, je parle de la France insoumise et de la République en marche, et je vais expliquer ensuite pourquoi. Et qui finalement, je retrouve qu'ils utilisent la même méthodologie, le même discours de ce qui s'est passé en Espagne quelques années avant. Donc il y avait déjà une dynamique un petit peu européenne. Et ce que l'on appelle aussi des transferts culturels, des circularités entre ces quatre nouvelles expressions politiques. Et là, je me suis dit, il y a un sujet qui serait intéressant. Alors bien sûr, il y a des sujets de sciences politiques qui peuvent être, d'un point de vue de la méthodologie, et d'ailleurs il y a beaucoup d'études qui sont réalisées en sciences politiques pures et dures sur ces sujets, qui donnent la parole aux militants, etc. Mais je trouvais que il serait intéressant de l'inscrire d'un point de vue, de penser en fait les profondeurs de la crise de la démocratie et d'interroger les permanences et les ruptures de la crise de la démocratie à partir de ces expressions politiques. Donc finalement, j'en fais un objet que je vais interroger et je vais réfléchir comment en fait cet objet traduit quelque chose de notre temps politique. Et c'est là que je le ramène à l'histoire, et donc forcément à l'histoire du temps présent, avec en fait finalement tous les débats qu'il y a autour et comment j'ai, on va dire d'un point de vue méthodologique, pensé ça en plaçant la dimension et la notion de crise au cœur en fait de ces sujets, parce qu'à partir de la crise qu'ils entendent et disent résoudre, finalement, de quoi sont-ils témoins, de quoi sont-ils acteurs? Et donc je vais interroger les conditions de leur nouveauté ou pas. Et ce qui me permet en fait d'interroger le temps long de notre rapport aux politiques et finalement de réfléchir à la dimension de la crise de la démocratie qui n'est pas apparue en un claquement de doigts à partir de 2008, et donc de le voir d'un point de vue du temps long. Et après, je suis arrivée à un contexte, etc., à comment les institutions se sont créées, les institutions politiques, et après, donc l'histoire culturelle, etc., etc. Voilà. Donc le processus est beaucoup plus long, comme en histoire, on aime bien le faire. Donc ma thèse, elle fait 1000 pages, forcément. 1000 pages, ouais, à éditer, ça va être sympa. On va devoir couper beaucoup. Donc c'est ça du coup qu'on appelle le temps présent, l'histoire immédiate, le présentisme. C'est analyser un fait très récent, mais avec les méthodes de l'histoire. Alors l'histoire du temps présent, elle émerge un petit peu globalement. On considère que l'histoire contemporaine commence après la Seconde Guerre mondiale, même si l'histoire du temps présent, entre guillemets, il y a des prémices. Au long du XXe, notamment à partir de la Première Guerre mondiale. C'est une vision de l'histoire qui est finalement héritière en fait des conflits du XXe siècle, et qui finalement va justement interroger en quoi les acteurs, les institutions, d'un point de vue global et systémique, traduisent la perception que l'on a de notre société. Donc en fait, on sort de l'objet pour interroger ce que font de toute façon tous les historiens, le rapport que l'on a avec notre environnement, la question de la société, ce que ça traduit en fait de notre société. Après, bien sûr, il y a des écueils potentiels dans lesquels il ne faut pas tomber, à savoir, on va dire, souffrir d'anachronie ou de duchronie, vouloir dire, à tout prix faire dire quelque chose, mais la question de l'histoire, en fait, on a envie d'avoir une histoire globale, mais elle ne peut être toujours que partielle, puisque même demain, nos héritiers et les historiens dans 10, 20, 30, 100 ans pourront eux-mêmes avoir une autre lecture de ce qui se passe aujourd'hui, et peut-être une nouvelle lecture de ce qui se passait pendant la période médiévale ou antique. Le principe même de l'histoire, et ça c'est Michel de Certeau, dans l'écriture de l'histoire, on a envie souvent malheureusement de faire dire au passé ce que l'on veut dire de nous-mêmes. Et donc là, même l'histoire du temps présent interroge notre condition d'être humain et la vision de l'histoire universelle, à savoir la perception que l'on a de notre temps, ce que ça dit de nous, les fractures de notre société, ce que l'on dit pas, qui est visible, qui est rendu invisible, etc., etc. Alors voilà, l'histoire, elle ne peut être toujours indirectement que partielle, même si elle tend à être universelle.
Et ça, c'est pas que l'histoire du temps présent. C'est un débat qui transcende notre condition nous-mêmes de chercheurs. Mais est-ce qu'il n'est pas compliqué de travailler sur des sources parfois extrêmement récentes sur lesquelles on n'a pas trop de recul? Je veux dire par là que des sources qui datent même d'il y a encore 60 ans, voilà, il y a des choses qui se sont passées depuis, il y a eu des éclairages politiques, sociétals, etc. qui ont été faits dessus. Bon, est-ce que en 10 ans, par exemple, on a le temps d'avoir un petit peu de recul pour digérer ce qui s'est fait, saisir les tenants et les aboutissants de cette source et du coup pouvoir vraiment travailler efficacement dessus, ou est-ce que on travaille un peu finalement à l'aveugle? Je pense pas qu'on travaille à l'aveugle parce que derrière il y a quand même une rigueur scientifique et le principe en fait du chercheur et surtout de l'historien, c'est de savoir qui parle, dans quel contexte et pourquoi il le dit. Et si on n'est pas sûr d'une source, eh bien en fait on l'utilise pas, ou alors on l'utilise en disant justement, en expliquant les limites de notre objet. Alors, c'est là qu'arrive finalement peut-être la critique sur l'aspect peut-être journalistique. Mais l'aspect journalistique, en fait, le principe du journalisme, c'est de retranscrire des faits. Et après, si on est dans un média d'opinion, on dit ce qui est bien ou pas. Il y a une vision moralisatrice qu'il n'y a pas dans le principe de la recherche. Donc, sinon, en fait, on n'aurait jamais écrit sur mai 68 et l'héritage de mai 68. Et pourtant, c'est un débat historique, par exemple. Les historiens continuent de débattre sur l'héritage de la Révolution française, qui ne serait pas terminé. Il faut bien prendre des faits bruts, des sources brutes, pour essayer de croiser en fait de croiser ces différentes sources. Après, effectivement, toute la question réside dans la période étudiée, à partir comment on borne notre sujet, etc., etc. Donc tu nous disais tout à l'heure qu'il y a un débat justement sur cette histoire immédiate, ce temps présent au sein des historiens. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les questions qui animent ce débat et peut-être nous dire, alors on l'a déjà un peu approché, mais à partir de quand, pour certains, l'histoire s'arrête? Tu nous disais que, bon, contemporain, 45, ok, mais du coup, après? Alors, l'histoire ne s'arrête pas en 45. C'est la question de la légitimité pour parler d'histoire. Voilà, c'est d'un point de vue purement scientifique. L'histoire ne s'arrête jamais. Toi et moi, là, on est en train d'écrire une trace justement d'un débat sur mes sujets et dans 20 ans, 30 ans, de jeunes historiens ou de jeunes chercheurs diront voilà les débats qui animaient la société de 2023 qui justement parlaient de donner la parole à de jeunes chercheurs et de vulgariser l'histoire. Et finalement, pourquoi on a besoin de vulgariser l'histoire? C'est peut-être aussi parce qu'elle a du mal à se décloisonner de centres de recherche qui sont souvent perçus comme étant peut-être assez fermés ou élitistes, et donc ça pourrait traduire la légitimité de donner la parole à qui, etc. Et donc ce débat-là que l'on a, en fait, il traduit plein de choses que d'autres chercheurs dans 20 ans donneront une certaine lecture en fait de notre société. Et justement, pourquoi au XXIe siècle on a besoin de ça? C'est parce que peut-être le XXe siècle a été trait dans des carcans et la légitimité de la parole, etc., etc. Donc en fait, pour répondre à ta question sur à partir de quand en fait on fait de l'histoire, il y a un institut du temps présent qui a été créé dans les années 70. L'histoire du temps présent, elle est prégnante en Allemagne. On étudie aussi il y a beaucoup de pays en fait, beaucoup de chercheurs dans beaucoup de pays qui parlent d'histoire du temps présent et justement qui vont prendre la parole à partir de cette perspective-là pour la défendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a
pas été suffisant parce qu'elle a souffert un petit peu par rapport à d'autres visions de l'histoire. Voilà, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs en histoire contemporaine qui travaillent sur la dimension du temps présent, et c'est juste qu'ils vont pas te le dire. Ils vont te dire oui, moi je travaille sur ce sujet-là, et ils vont pas faire un débat sur la légitimité du temps présent. Néanmoins, le fait que tu me poses la question et que j'y réponde, ça montre aussi l'intérêt. Et finalement, ça pose le débat. Est-ce que en 2023, on a enfin, on a notre légitimité à inscrire ces sujets-là dans une dynamique historique? Alors, on va dire dans la recherche, c'est en train de se renouveler. Donc maintenant, il y a toujours des personnes qui pensent que c'est pas forcément de l'histoire, et d'autres qui disent que justement c'est de l'histoire. Peut-être plus en France qu'ailleurs, ces débats ont peut-être plus lieu en France. Ce qui pose encore une autre question, c'est une vision peut-être élitiste de la recherche qui perdure. Et alors, tu nous disais que tu appliques forcément la méthodologie scientifique de l'histoire, mais est-ce qu'il y a des spécificités, des particularismes quand on travaille sur cette recherche du temps présent? C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. C'est collecter des sources, borner, surtout les bornes chronologiques de notre sujet. Il va bien falloir à un moment donné que ça s'arrête. On peut pas aller jusqu'au temps présent. Le temps présent, ça n'existe pas, parce que le présent, par essence même et par définition, il s'annule au moment où je le prononce. Donc, je ne peux pas tirer un sujet de recherche jusqu'à, par exemple, hier. Je suis obligée de le borner. Ça, c'est une méthodologie historique. Donc, pour expliquer que, justement, je vais étudier un sujet de telle date à telle date. Ou alors, peut-être, par exemple, moi, je me suis intéressée aux partis politiques pour expliquer que d'abord, par exemple, en France, c'était des partis présidentialistes qui ont essayé de trouver un ancrage dans les territoires. Donc, j'ai interrogé dans le premier cycle électoral, ce qui me permet de pas tomber dans l'écueil de rentrer en campagne pour 2022, etc., etc. Donc ça, c'est du bornage de sujets, c'est de la légitimité aussi scientifique. Et après, j'ai envie de te dire, tout réside dans le choix des sources scientifiques, bien sûr, dans à qui je donne la parole. Par exemple, moi, j'ai conduit des entretiens ethnographiques, donc j'ai recueilli la parole brute de militants, de cadres, de partis. Donc, il faut que je les qualifie, que je les croise, etc. Donc, toute la méthodologie que l'on a en histoire, et qui peut être très, très lourde, dans le sens où on va pas parler que de discours. On va utiliser les discours, les tracts, les militants, etc., pour avoir une dimension vraiment le plus large possible des matériaux pour prouver ce que l'on voudrait prouver. Alors que sinon, on peut se dire, j'analyse un point, j'analyse que des discours. Nous, on va réfléchir dans la représentation, la perception, la traduction dans le temps long, les ruptures qu'ils manifestent et les écrivent par rapport à d'autres cycles. Donc, il y a la dimension de cycle qui arrive, qui est une dimension historique, parce qu'elle a un rapport au temps. Donc, comment on interroge le temps? Comment les institutions se sont construites ou pas dans le temps? Avec quel leader, etc. Donc ça, c'est de l'histoire. Et alors, moi, tout ça me pose une question, et d'ailleurs dans le chat aussi, quelqu'un qui s'appelle Bouquin nous dit, il y a beaucoup de sources, non? Donc j'imagine que là aussi il faut un peu cadrer le truc, parce que quand on travaille sur cette histoire immédiate, par exemple, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? À quelle problématique tu te trouves confronté sur la classification ou l'archivage, la numérisation, peut-être de pas mal de trucs? Alors peut-être pour répondre à l'internaute, dans le chat, oui, il y a beaucoup de sources. Dans ma thèse, il y en a 2000. Et encore, il va falloir donc épurer. Après, par exemple, un point important en histoire, c'est dès que l'on utilise une notion, il faut pour être en capacité d'expliquer son historiographie. Donc finalement, et ça, tu vois, c'est vraiment les historiens qui font ça. Donc on peut se retrouver pour expliquer
peux pas dire oui, je m'inscris dans l'histoire du temps présent. Il va falloir que j'explique comment c'est arrivé, pourquoi, les écueils et moi en quoi. Et tout ça, par exemple, en note de bas de page ou en être en capacité de le justifier. Et ça, donc, pour tout. Et c'est là que naît aussi l'histoire par rapport peut-être à d'autres disciplines qui vont utiliser une notion, qui vont mettre la référence et qui vont continuer. Nous, il va falloir historiographier la référence pour après expliquer en quoi on peut ou pas s'en réclamer, etc. Donc forcément, ça allonge. Et là, on file quelque chose de beaucoup plus cyclique. Et après, j'ai oublié ta question. Donc ça, c'était pour la collecte des sources. Ah oui, l'archivage et les écueils sur le numérique. Et savoir si tout est accessible. Et puis devant la profusion de sources, tu vois, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ou pas? Parce que typiquement des tweets. Alors j'ai pu en utiliser, mais bien il faut les circonscrire dans la période que j'étudie. Donc ça veut dire que je vais pas utiliser tous les tweets parce que mon objectif n'est pas de quantifier, d'analyser tous les tweets de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, etc. Mais sur un sujet précis, spécifique, à une prise de parole dans un discours ponctuel qu'il a dit, je vais aller chercher la trace qu'il laisse dans les humanités numériques, on appelle ça comme ça, dans comment il a finalement réduit en quelques lignes son discours et qu'est-ce qu'il a utilisé pour illustrer mon propos. Et donc là, j'en fais une source. Après, si j'étais en information communication, par exemple, j'aurais pu collecter tous les tweets de Jean-Luc Mélenchon et expliquer que... Mais là, croiser à la fois le discours brut, sa lecture, et donc c'est énorme. Voilà, surtout quand on travaille sur 4 partis politiques. Et donc tout le défi a été, au-delà d'expliquer et d'analyser leurs conditions de nouveauté, d'interroger en quoi ces partis, finalement, traduisent finalement le propre rapport que l'on a, nous, avec le politique, du point de vue temporel. Donc, crise de la démocratie, etc., libéralisation des régimes, conflits liquides, populisme, etc., etc. Donc, finalement, les partis politiques que j'analyse et que je décris, je les analyse à partir des permanences et des ruptures qu'ils écrivent dans une dimension cyclique et donc historique. En quoi c'est différent de parler de, je sais pas, la République en marche et de la vision politique d'Emmanuel Macron, du général de Gaulle, dont pourtant il s'en réclame. Et c'est là que ça devient à la fois un défi de la recherche et surtout de l'histoire. Justement, on va rentrer un petit peu dans le concret en parlant de ces 4 parties que tu as pu étudier, mais avant ça, on va faire un gros point contexte depuis les années 60 parce que on aime ça, l'histoire ici. Et juste pour répondre en aparté, quelqu'un disait dans le chat, moi ça m'intéresse de lire cette thèse qui sans doute ne fera pas 1000 pages quand elle sera éditée, mais elle est en cours d'édition, m'a dit Virginie. Donc prenez votre mal en patience et quand vous écouterez cette émission, checkez sur YouTube la description. Si le livre est sorti, il y sera. Voilà. Alors, contexte donc depuis les années 60. Donc dans tes recherches, tu es parti des années 60, tu as travaillé sur la France et l'Espagne. Pourquoi ces 2 choix-là, la France et l'Espagne? Alors, pour la raison que je t'ai évoquée tout à l'heure, partir de mon objet, donc les 4 partis mouvements, voir qu'il y avait des correspondances et des circularités, et finalement interroger en quoi ces partis mouvements écrivent ou pas un nouveau rapport aux institutions. Premier débat d'historiens d'ailleurs, rapport aux institutions, histoire politique, etc. Finalement, nos institutions, il faut remonter beaucoup plus loin. Donc, je suis partie de la Constitution de 58, mais du contexte de la Constitution de 58, et il a bien fallu que j'écrive et que j'historiographie la correspondance entre la France et l'Espagne, même si la transition démocratique a eu lieu plus tard, dans les années 60, il y avait une première phase de libéralisation du régime, même si on était toujours en période de dictature. Et donc, ça me permet d'écrire et de décrire à la fois que même si on a des pays qui sont foncièrement différents d'un point de vue des institutions, on commence par une dictature et l'autre, il est déjà en République depuis longtemps, il y a une tradition républicaine, finalement, il se retrouve en quelques années
parce que c'est 2016 pour les partis mouvements français et on va dire 2014-2015 pour les nouvelles expressions espagnoles. Finalement, en quelques années, par des partis similaires qui ont un discours similaire et il semblerait qu'ils traversent les mêmes problématiques de rapport à la crise de la démocratie. Et donc, j'ai analysé la crise de la démocratie et historiographié, sur la crise de la démocratie entre la France et l'Espagne à partir des années 60, c'est-à-dire la libéralisation des deux régimes. J'avancerai bien sûr sur l'Espagne après, période de 75, etc., légalisation des partis politiques, comme des processus à la fois de déconflictualisation des régimes pour justement s'embarquer soit dans une vision pro-européenne, par exemple, et surtout très moderne pour l'Espagne, culte de la modernité, etc., faire fi du passé, et donc écrire un certain rapport au parti. Comme on l'a, par exemple, en France, avec le général de Gaulle, qui justement dit les partis politiques, c'est la pagaille, la Constitution, c'est un carcan. Donc on a une vision très républicaine, centrée. Donc on a deux pays, deux États qui sont organisés en plus différemment, qui ont une tradition politique différente, mais qui finalement, 60 ans plus tard, vont rencontrer en fait des expressions politiques qui sembleraient être similaires pour résoudre une crise qui est traversée des deux côtés. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement les deux cultures politiques se rejoignent? Est-ce que ça veut dire que finalement ces débats, en fait, ils sont transnationaux? Parce que bien sûr, ce débat, on le retrouve en Italie avec le mouvement 5 étoiles, etc., etc. Mais c'est une thèse, donc je ne peux pas parler de tous les pays. Par contre, effectivement, la nouveauté est d'interroger aussi les circularités, les transferts culturels entre ces pays, puisque, par exemple, Pablo Iglesias a été très présent en Amérique latine, notamment au Venezuela. Ils font partie d'une fondation avec ses camarades qui a conseillé beaucoup de gouvernements en Amérique latine, des gouvernements de gauche radicale, et Jean-Luc Mélenchon était présent aussi là-bas. Et donc comment finalement ils ont théorisé un renouvellement démocratique finalement que l'on pourrait aussi voir qui émerge à partir des années 2000-2001, l'altermondialisme, etc. Une autre manière en fait d'écrire la mondialisation et aussi revigorer en fait le conflit démocratique autour du conflit contre le consensus, etc., etc. L'autre pendant, c'est Emmanuel Macron et Albert Rivera avec, par exemple, Ciudadanos, parti de centre-droit, qui justement défendent l'héritage de la transition démocratique espagnole, l'héritage de la Révolution française, une orientation démocratique libérale et le consensus libéral. Donc là, on a finalement des partis mouvements qui écrivent une nouvelle dichotomie, mais qui reste toujours. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est juste le carcan qui change? C'est plus des partis, c'est des partis mouvements. Est-ce qu'ils renouvellent la manière de faire de la politique? Et finalement, est-ce que quand ils se sont institutionnalisés, parce qu'au début ils étaient des mouvements, ensuite ils sont devenus des partis, et c'est eux qui disent qu'ils restent des mouvements. Est-ce que finalement ils permettent aux individus de se réconcilier en fait avec la démocratie? Est-ce qu'ils écrivent un nouveau rapport à la démocratie? Ou est-ce qu'au contraire, on a l'émergence de nouveaux leaders ultra charismatiques qui utilisent le parti pour finalement asseoir une vision très personnelle de la politique, qui flirtent avec le populisme, qu'il soit revendiqué ou pas pour certains, parce que justement ce peuple dans la démocratie libérale aurait été oublié, ce qui interroge la manière dont a été conduite la transition démocratique en Espagne et la question de la Ve République en France.
En tout cas, tu nous dis effectivement que la situation n'est pas du tout la même au départ dans les années 60. Est-ce que tu peux nous faire un petit point de contexte histo dans les années 60? Où est-ce qu'on en est en France? Où est-ce qu'on en est en Espagne pour savoir un peu d'où on part? Alors d'un point de vue purement institutionnel, j'ai répondu à ta question. D'un point de vue après, on va dire peut-être culturel, eh bien on rentre dans ce qu'on appelle une vision beaucoup plus post-moderne, la question de la consommation de masse, et ensuite on a une soif de liberté, les événements de mai 68, etc., etc., qui finalement en France vont l'héritage de mai 68, on va le dire comme ça, va faire que le général de Gaulle, après son référendum, va quitter le gouvernement. Donc le général de Gaulle, qui avait quand même vraiment créé un parti autour de sa personne. D'ailleurs, on retrouve des similitudes entre le fonctionnement d'Emmanuel Macron au départ et le général de Gaulle. D'ailleurs, il s'en réclame. Donc créer un parti autour de sa personne pour conquérir les élections. Donc les années 60, en fait, c'est un bouillonnement de révolutions culturelles, sociétales, etc., qui vont finalement après participer à la libéralisation du régime, son intégration dans une vision ultra de plus en plus libérale, mais autour finalement d'un présidentialisme institutionnel très fort en France, puisqu'on reste dans une 5e République et on se défait de plus en plus de toute expression alternative, radicale, etc., que pourrait représenter une gauche ou une extrême gauche. Le Parti socialiste aussi va se libéraliser, etc., etc. En Espagne, eh bien, on a exactement le même processus sur le temps long. Par exemple, à la mort de Franco en 1975, le roi prend la parole et dit qu'il rend la démocratie au peuple espagnol. Donc, premier point, la démocratie n'est pas conquise, elle est donnée. Donc, d'un point de vue de la culture politique, on rentre dans une phase, bien sûr, de libéralisation du régime, mais il faut que ça se passe bien. Donc, on va faire en sorte que les partis que l'on va légaliser vont, devoir accepter la monarchie, la Constitution, l'organisation territoriale, etc., etc. Ce qui va permettre d'évincer initialement le Parti communiste qui n'était pas d'accord avec le fait que le roi reste là, et ça va permettre en fait de renforcer la droite et la gauche, mais la social-démocratie et une nouvelle droite qui est en train de naître, et surtout faire en sorte que les franquistes qui n'ont pas eu de procès de Nuremberg, tu sais que l'histoire est toujours traversée par la mémoire historique de la dictature, etc., eh bien, avaient négocié les cadres franquistes de pouvoir faire partie de certains partis politiques sans être inquiétés. Donc en fait, ils vont d'un point de vue de la culture politique, il faut que ça se passe bien. Il faut éviter, on a encore ce traumatisme de la dictature et surtout des conflits autour de la Seconde République, la guerre civile, etc. Donc en fait, il faut que ça se passe bien, il faut libéraliser, surtout déconflictualiser. Et c'est ça le principe de la démocratie libérale, c'est la déconflictualisation progressive de toute expression politique qui serait prétendument radicale ou qui écrirait une alternative au libéralisme. Donc après, d'un point de vue économique, c'est 60 ans, intégration dans l'Europe, libéralisme, néolibéralisme, on parle d'ensauvagement du capitalisme, etc. Et finalement, c'est ça qui arrive quand crise des subprimes, 2008, crise des dettes souveraines, eh bien, on a un État, par exemple, en Espagne, qui est beaucoup plus fragilisé qu'en France, mais les partis politiques, au début, ne reconnaissent pas forcément la crise telle qu'elle est. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les citoyens, et après si tu veux on discutera autour de la notion de peuple, des deux côtés des Pyrénées, eh bien, au-delà de cette crise de la démocratie qu'ils traversent, finalement,
On a le désenchantement des grandes idéologies, on parle de société qui devient liquide, d'une dépolitisation progressive de la société. Eh bien, en fait, cette crise économique traduit quelque chose qui est beaucoup plus long, sur le temps long, et qui a été déconflictualisé d'un point de vue institutionnel, à savoir l'expression même de faire de la politique. Et ces nouveaux partis qui disent faire de la politique autrement, eh bien, ne sont pas nés en un claquement de doigts, mais sont les héritiers, en fait, d'une crise qui est beaucoup plus longue et de traditions politiques dont ils se réclament, par exemple gaullienne, mitterrandienne, ou en Espagne, d'autres références dont on parlera si tu veux. Oui, alors justement, tiens, parlons de l'origine de ces systèmes de partis politiques, et puis même plus largement de droite et de gauche. Ça vient d'où, ça? Alors ça vient de cette vision droite-gauche, en termes de partis politiques. Du 19e, c'est l'organisation des masses en partis de masse, partis de cadres, etc. Juste d'un point de vue purement culturel, c'est post-Révolution française, à la droite, la gauche, mais je vais rester maintenant dans le 19e pour parler structure, partis politiques. Donc il y a des partis qui vont s'organiser pour organiser les masses. Que ce soit d'un point de vue de la gauche ou contrôler les masses ou des intérêts bourgeois à droite. Alors un point qui est intéressant en Espagne, c'est que l'Espagne, la fin du 19e, traverse une crise de fin de siècle. Et cette crise de fin de siècle, il y avait un roi qui a donné son accord pour qu'il y ait une alternance entre les partis de gauche et les partis de droite au pouvoir. On appelle ça le turno pacifico, qui alternait au pouvoir d'un point de vue, comme ça on évitait la guerre civile, on évitait la dictature, on évitait plein de choses, mais en fait il s'appuyait dans les territoires sur des caciques et il falsifiait les élections pour qu'il y ait un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais surtout en fait qu'on évite des mouvements de masse, des révolutions, etc., etc. Et en fait cette mémoire de ce turno pacifico en Espagne se retrouve dans le discours, par exemple, de Podemos, qui va dire tous pourris, l'alternance entre la droite et la gauche, tous pareils, le PSOE et le PP, et c'est aussi de là que vient l'utilisation de la mémoire, le rapport aux politiques, que l'on retrouvera aussi en France. Ce tous pourris, par exemple, où vous êtes tous les mêmes, eh bien, n'est pas né comme ça dans des mouvements sociaux. Là, récemment, il y a une histoire, il y a une alternative. On essaye d'écrire une alternative à des institutions partisanes organisées et contrôlées pour asseoir un ordre républicain, présidentialiste, etc., etc. Tu nous parlais il y a quelques minutes de cette crise de 2008. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les raisons éventuellement de cette crise? Est-ce qu'elle a impliqué pour ces partis, même si tu as commencé à le développer tout à l'heure? La crise de 2008, c'est la crise des subprimes, mais en Europe, ce sera plus 2010 dont on va... La matérialisation, c'est la crise des dettes souveraines des États. Donc en fait, cette crise de 2010 et des dettes souveraines, elle va toucher beaucoup de pays d'Europe du Sud, et notamment l'Espagne. Et en fait, il va y avoir une crise économique majeure qui va toucher essentiellement la jeunesse et aussi des retraités. On rentre aussi dans des phases de coupes budgétaires. Et il va y avoir des procès aussi faits, des affaires de corruption de partis politiques. Donc tout commence à se mêler. Donc arrive le tous pourris, l'antidémocratie, vous ne nous représentez pas, etc. Et ce qui va aussi faire exploser l'histoire, c'est que les gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche, qui vont se succéder, eh bien, ne vont pas nommer la crise. Ils vont parler un petit ralentissement économique. Donc, décélération, par exemple. On va pas nommer la crise. Donc, ça veut dire qu'il y a, et c'est là que j'en viens à l'historiographie de la crise, c'est que la crise, en fait, on a intérêt ou pas à la nommer en fonction du côté dans lequel on est.
Et donc, on a des citoyens qui vivent une crise économique majeure, une crise de défiance politique majeure. Là, je parle de la question espagnole, je viendrai à la question française après. Et on a des gouvernements qui vont vous dire coupe budgétaire de la démocratie, c'est juste une pequeña décélération. Donc, il faut qu'on continue comme ça pour éviter le chaos, parce que c'est toujours en fait la crainte. Et là, tu retrouves l'échange qu'on a eu tout à l'heure sur déconflictualiser, peur du chaos, le carcan, l'institution, etc., etc. D'ailleurs, la constitution espagnole, quand il a fallu réfléchir à son écriture, elle a eu deux influences. Elle a eu l'influence de la France et l'influence aussi de la loi de Beaune allemande pour la question des territoires. Donc, d'un point de vue culture politique, ça traduit aussi quelque chose. Donc en fait derrière, on a à partir de ces faits-là, le mouvement des indignés, mais les indignés en fait vont traduire finalement une rupture, un point de rupture fort avec la gouvernabilité de dirigeants qui n'arrivent plus à les représenter, mais qui ne sont plus légitime en fait pour sauver l'Espagne de cette crise majeure. Donc cette crise globale qui commence par une crise en fait économique, eh bien elle va devenir une crise sociétale. Et une crise, alors j'aime pas employer le mot historique parce qu'il est dévoyé, mais moi dans ma thèse, j'explique en fait à la fin que cette crise-là n'est pas qu'un événement, mais elle s'inscrit en fait dans une période que l'on pourrait qualifier de crise de fin de siècle, et que finalement ce siècle, eh bien, il a basculé pas en 1999 ou 2000 ou 2001, comme on aimerait nous le dire, avec 2001, ce serait l'entrée du 21e siècle parce que effondrement du monde américain, avec les tours jumelles, entrée dans le 21e siècle, dans une vision peut-être post-américaine, etc. Moi, je pense que pour qu'il y ait un basculement de siècle, surtout en histoire, tu le sais très bien, qu'on bascule pas de siècle à la fin d'un siècle tel qu'il a été dominé. Il y a Hobsbawm, par exemple, a parlé du court XXe siècle, et on dit que l'entrée dans le XXe siècle, c'est après la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc des nouveaux débats, tu vois, qu'on pourrait inscrire, et c'est comme ça que j'historiographie cette période-là. Il y a deux débats. Soit on considère que l'entrée du XXIe siècle se fait après l'effondrement du mur de Berlin, et donc on bascule dans un monde libéral et c'est bon. Soit on pense que finalement c'est 2001 avec le monde post-américain, et donc mondialisation d'Internet aussi, etc. Soit ce que je pense, c'est que on est en fait dans une crise de fin de siècle qui s'éternise. On a des institutions du XXe siècle qui perdurent, mais on a un délitement de ces institutions qui ne trouvent plus de légitimité en fait chez les citoyens, puisqu'on a quand même des gouvernements qui sont élus avec très très peu de participation. Et on essaye d'écrire, ces partis en fait sont une expression qui essaye d'écrire un nouveau rapport en fait à la démocratie. Mais on a des résistances institutionnelles et élitistes, et donc la question, c'est l'avènement d'un nouveau rapport à la démocratie qui interroge en fait un nouveau siècle qui est en train d'écrire en fait une nouvelle manière de faire société, et donc un nouveau rapport aux institutions. La question du mouvement, la question de faire de la politique hors des partis traditionnels qui nous animent depuis la fin du 19e, etc., etc. Donc finalement, on retombe sur nos pattes sur la dimension historique, à savoir de la question du temps long et l'écriture de la naissance de notre siècle. Et alors justement, quand tu as travaillé sur ces 4 partis, donc tu les qualifies de partis mouvement. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de mouvement? C'est quoi un mouvement? C'est quoi un parti mouvement? Oui, un mouvement, c'est pas initialement, c'est pas un parti traditionnel, c'est une forme associative. On va qualifier ça de forme plus liquide, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Il parle même de mouvement gazeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de personnes qui sont, par exemple, dans les partis traditionnels, il y a des référents locaux, départementaux, il y a des congrès, c'est organisé, et puis il y a des règles internes, etc. Initialement, il n'y en avait pas. C'est l'idée en fait du mouvement
culturellement, il fait écho à une notion la notion de multitude de Hart et de Toni Negri qui émerge en fait post Porto Alegre, à savoir un nouveau rapport au peuple en fait. La question de la multitude, c'est cette infinité de personnes unies par quelque chose, mais qui ne doivent pas être organisées par une vision très élitiste des choses, puisque notre République, elle est, quoi qu'il en soit, issue d'une vision qui sert les élites. Voilà, les élites qui font de la politique, qui s'arrangent pour avoir des voix, des votes, etc., etc. Donc ces nouveaux partis, ils arrivent normalement pour donner un coup de pied dans la fourmilière et dire, on peut avoir d'autres personnes qui, la question de la professionnalisation de la politique n'a plus lieu d'être, et donc on va réécrire une nouvelle manière de faire de la politique. N'importe qui peut rentrer au Parlement. C'est comme ça que Podemos est rentré au Congrès, à savoir n'importe qui, entre guillemets, sans être un professionnel de la politique, parce qu'il avait des choses à dire, devait représenter un peuple qui n'était plus représenté par les partis traditionnels et qui avait une légitimité pour le défendre. Et donc, j'ai oublié le début de ta question, excuse-moi. Oui, en gros, c'était quoi un mouvement, etc. Mais là, en gros, on voit que le lien, c'est qu'effectivement, que ça soit En Marche ou LFI, il y a eu aussi cette volonté d'inscrire la société civile finalement dans la politique, quoi. Alors, d'un point de vue des méthodes, comment on fait ? On commence par créer une plateforme. Et cette plateforme, on ne sait pas combien il y a d'adhérents. Il y a autant d'adhérents peut-être que de nombre de clics, alors que dans un parti traditionnel, on fait des cartes, on vend des adhésions. Donc l'idée, c'est de montrer qu'en fait, nous sommes nombreux, c'est l'histoire de Oxfam, 99%, 1%, nous sommes la majorité, vous êtes la minorité, et c'est pas la minorité de gouverner le monde, etc. Donc en fait, on va créer une plateforme pour écrire une nouvelle manière de se socialiser politiquement. Sauf qu'à l'approche des élections, c'est là que ça devient intéressant, ils se transforment tous en partis politiques d'un point de vue de la législation. Pourquoi ? Tout simplement pour des moyens de finance, parce que un parti politique, il faut qu'il soit inscrit pour pouvoir candidater pour des votes et après récupérer de l'argent pour les votes et après être représenté dans les territoires. Donc ça, c'est vraiment purement stratégique. Donc d'un point de vue de la méthode, ils deviennent des partis. Mais dans le discours et dans la méthode, dans la manière de parler aux gens, il faut rester des mouvements pour créer une différence manifeste avec les partis traditionnels que l'on est censé combattre. Sinon, on peut pas leur dire qu'ils sont tous pourris et qu'ils font de la politique à l'ancienne, sinon on le fait pas. Indirectement, ça permet quoi ? De sanctuariser aussi les nouveaux militants autour du culte du chef. Et c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue culturel et de la crise de la démocratie. C'est qu'en fait, on a l'émergence d'un chef ultra charismatique et que ces 4 leaders, ils écrivent une nouvelle manière et ils ont un leadership qui est différent, que l'on retrouve d'ailleurs théorisé par Max Weber, etc. Donc la question du leader et du charisme en politique est différente selon Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias ou Albert Rivera. Mais il est consubstantiel à notre temps de crise de la démocratie et c'est un temps qui serait populiste en fait. Populiste, pas dans le sens flatter les bas intérêts du peuple, mais un chef qui essaye de trouver une autre manière de s'adresser finalement à un peuple. Alors là, il y a la différence entre citoyen et peuple, parce que peuple, sentiment d'appartenance collective. Comment on crée un sentiment d'appartenance quand tout s'effondre, quand notre société est devenue liquide, etc., quand la crise est manifeste, quand on ne croit plus en rien, quand on ne croit plus aux institutions, etc., et quand il y a du chômage, etc. Moi, si tu as une réponse, je veux bien. On n'a pas forcément la réponse, et ce n'est pas à l'historien de donner une réponse. L'historien interroge, pose les faits, et va essayer de justement, c'est là que ça devient intéressant et compliqué et riche dans l'histoire, c'est qu'on va croiser en fait tous ces éléments, l'histoire culturelle, et tu vois finalement que les partis politiques, me servent de marchepied pour interroger en fait finalement la question du faire société dont tu parles souvent dans tes vidéos. Donc 2008, ça a vraiment été une opportunité pour ce genre de mouvement, pour ce... 2008 finalement est une opportunité politique puisque ces intentions
Par exemple, les intentions de Jean-Luc Mélenchon ont émergé dès 2004-2005, avec son action au sein du Parti socialiste, l'association qu'il avait créée pour une République sociale, après le traité de constitution européenne, le délitement du Parti communiste, etc. Finalement, 2008 et après... plus tard, l'effondrement du Parti socialiste, etc. Le fait que le front de gauche compliqué dans cette période aussi, eh bien, va servir de marchepied. Et l'Espagne à côté envoyer des signes de c'est possible, on peut faire autrement. Eh bien, de nouvelles manières de faire de la politique et de créer en fait ce mouvement liquide, horizontal et surtout capitaliser sur à la fois l'effondrement du Parti socialiste, une nouvelle manière de faire de la politique de manière un peu plus radicale pour reconstruire un conflit démocratique qui avait été défait par toutes les expressions libérales. Et donc la conclusion, si tu regardes le cycle électoral que j'ai interrogé, c'est que ces partis politiques indirectement, comme ils se sont institutionnalisés, moi, dans ma thèse, j'ai dit c'est un petit peu comme Mithridate, c'est que il y a une mithridatisation qui s'est produite, à savoir que en fait, ils sont devenus aussi des partis politiques traditionnels, organisés, et au contraire, assez concentrés autour d'un chef, avec une vision un petit peu opaque au sein du parti, mais ils n'ont pas résolu la crise de la démocratie, hormis ce cycle électoral. Voilà. On a eu en fait une bulle dans cette période-là, donc qui traduit aussi finalement peut-être la question du basculement de notre société, de notre temps. On a finalement, comme au 19e, cette crise de fin de siècle avec le délitement institutionnel, l'effondrement on ne sait plus trop qui on est, on croit plus dans les institutions, on croit plus dans la société, on croit plus en rien. Mais il y a des nouvelles manières, des bulles qui émergent en disant on peut faire autrement. Et la vraie question, c'est est-ce que les institutions le laissent? Mais les institutions aujourd'hui sont-elles légitimes? Ça, c'est un débat historique. Est-ce que finalement la Constitution, telle qu'elle est en Espagne, telle qu'elle est en France, eh bien permet finalement aux citoyens de s'exprimer politiquement et d'être reconnus en tant que tels, etc., etc. Un autre débat politique pour le coup. La 6e République et toutes ces propositions. Alors oui, oui, potentiellement. Mais par exemple, la 5e République s'est construite sur de l'anti-4e. Donc, si la 6e se construit sur de l'anti-5e, est-ce qu'on ne reviendrait pas à la 4e avec tout ce que ça implique? Voilà, ça implique plein d'autres débats qui dépassent pour le coup mon sujet. Pour le coup, la France, c'est quand même pas mal inspiré de l'Espagne, non? Parce que moi j'ai la sensation en tout cas qu'à l'époque, même si j'étais un peu plus jeune et que voilà, je m'intéressais pas forcément à tout ça, mais on entendait Podemos partout, à la radio, tout le temps. Oui, Podemos, c'est une construction médiatique. Et puis c'est surtout qu'ils ont réussi en fait à créer à médiatiser et à légitimer une autre manière de faire de la politique. Déjà par rapport au fait, au-delà du discours, de le reconflictualiser, mais même dans la méthode et aussi dans la manière en fait d'arriver par exemple au Congrès, etc. Dire on représente le peuple. On avait là ça a parlé à beaucoup de monde, surtout à la gauche en fait en France, dans le sens où on était sous le quinquennat de François Hollande et il y avait en 2015 il y a eu un congrès au sein du Parti socialiste avec une aile gauche qui a quand même été qui a réussi à avoir 30%, mais qui n'a pas été prise en compte au sein du Parti socialiste, la social-démocratie, etc., etc. Et donc finalement, en fait, Podemos a parlé à la fois à l'aile gauche du Parti socialiste et à la fois à Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche. Donc il y avait un terreau. Alors bien sûr, il y a eu Nuit debout au milieu, tu vois, et donc l'héritage aussi de crise de 2008. Et donc il y avait un terreau en fait pour faire un Podemos français. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vois, la crise de 2008, il y a pratiquement initialement que Emmanuel Macron dans son ouvrage qui en parle de crise de 2008 et qui met la notion de crise. Les autres, par exemple, ils vont parler des événements de 2008, mais ils vont pas mettre la notion de crise, ce qui implique aussi un autre rapport et une autre légitimité de son parti. Voilà.
Alors, on voit que la France a pu s'inspirer un peu de partis espagnols, de mouvements espagnols. Tu nous disais aussi tout à l'heure que tout ça s'inspirait aussi du continent latino-américain. Il y a une différence quand même entre ces deux approches du populisme, entre l'Amérique latine et l'Europe. Oui, clairement. Alors la vision, le populisme en Europe, déjà dans les médias, il est très souvent défini et utilisé pour décrédibiliser une personne. Même si, par exemple, Emmanuel Macron va se réclamer au début. Il a dit si pour parler aux personnes, il faut que je sois populiste, alors je le serai. Ce qui lui permettait en fait d'asseoir une légitimité pour être ni de droite ni de gauche, etc., etc. Pour avoir une dimension populaire, etc. Sur la question latino-américaine, on a bien sûr des grands leaders charismatiques latino-américains qui se réclament en fait du populisme pour reconstruire finalement une voie altermondialiste qui parle au peuple. Mais les sociétés en fait latino-américaines sont différentes en fait des sociétés européennes, et en fait en Europe, Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias, etc. vont utiliser à la fois le verbatim et surtout l'imaginaire populiste pour réenchanter une gauche qui était un peu en perdition. Pourquoi ? Parce que trop inclus dans la social-démocratie, par exemple pour le PS, ou qui n'avait le front de gauche qui n'avait pas encore trouvé un électorat. Donc la dimension populiste va permettre en fait de casser un clivage entre partis de masse, partis d'élite, et créer en fait une nouvelle voie, une nouvelle manière de parler en fait à un peuple potentiellement réunifié autour d'une même cause. Et ce peuple qui était fragmenté parce que depuis années 60, désillusion, crise, libéralisme, etc., désenchantement, société liquide, tout ce que l'on évoque dans l'histoire culturelle. Donc le populisme permet de retrouver une légitimité populaire et une nouvelle manière de faire comme un fait social en fait politique total. Alors, t'as beaucoup travaillé sur cette crise de 2008, du coup. Il y a deux questions qui peuvent du coup se poser. Alors, on revient un petit peu, là c'est le cas pratique de la question que je t'ai posée au début de l'entretien, à savoir sur quelle source t'as pu bosser pour aborder cette crise. Et tu l'as abordé tout à l'heure aussi. Quand on fait de l'histoire immédiate, il y a un truc qui est un peu complexe, c'est l'historiographie, parce que du coup, il y a pas grand monde qui a forcément bossé sur le sujet avant. Donc, comment est-ce que toi tu as fait pour cette crise ? Alors, d'un point de vue des sources, il y a des sources directes et il y a des sources indirectes, comme toujours. D'un point de vue de mes sources primaires, j'ai conduit des entretiens ethnographiques avec des référents au sein des membres des différents partis mouvements. Donc, qu'est-ce qu'un entretien ethnographique ? C'est donner la parole brute aux personnes et les interroger avec des questions très ouvertes sur le rapport à la politique, leur première socialisation, les promesses du parti, leurs désillusions, etc., etc. Donc j'ai conduit beaucoup d'heures d'entretien à caractère ethnographique. Donc dans ces 4 partis mouvements, avec à la fois des personnes qui sont à l'intérieur du parti ou des personnes qui sont aujourd'hui dissidentes, donc pour avoir la partie critique. Donc là, on a une vision finalement très à l'intérieur de l'arcane. Et ce qui est intéressant, après, ce que j'ai fait des questionnaires que j'ai diffusés sur des groupes, dans des réseaux sociaux, dans des groupes des différents partis, et qui ont circulé auprès des militants pour avoir un petit peu de données brutes du militant pur. Voilà, pour avoir un petit peu de données entre guillemets quantitatives, pour croiser ce premier ressenti avec le discours des membres et des fondateurs aussi de ces partis. Ça, c'est le témoignage. Donc arrive la question maintenant de l'histoire, c'est-à-dire que le témoignage, il est croisé avec des événements auxquels j'ai assisté aux différents congrès, aux différents temps forts de ces partis mouvements, des entretiens. J'ai croisé donc encore une fois ces témoignages avec les sources, donc par exemple des tracts, des temps forts, des entretiens télévisuels. J'ai analysé tous les discours des différents leaders
des partis, et j'ai analysé aussi tous les congrès des différents partis, parce que forcément, comme ils sont devenus mouvements, ils sont après devenus partis mouvements, donc ils se sont institutionnalisés, ils ont organisé des congrès, et donc j'ai analysé les rapports des congrès, etc., etc. Et là, tu as une dimension historique et une méthodologie historique qui fait que je ne souffre pas de métonymie, je prends pas la partie pour le tout, et je croise en fait le témoignage avec un écosystème organisé, voilà, qui est le plus large possible, avec des limites comme dans tout sujet de toute façon, et que je croise avec la Constitution, etc. par exemple. Voilà. Est-ce que ces partis ils se reposent beaucoup sur l'histoire, sur la mémoire pour exister et pour se légitimer? Oui, parce que l'utilisation de la mémoire, elle est pour à la fois construire, alors ce qu'on appelle en communication, et qui est affreux, un storytelling, hein, mais pour avoir une légitimité historique et des sources, et surtout des références. Ils vont eux-mêmes historiographier la crise, par exemple, et ils vont eux-mêmes donner une nouvelle lecture de la crise que l'on traverse, qui va leur permettre en fait d'avoir un positionnement particulier par rapport à leurs adversaires politiques. Par exemple, quelque chose qui a été passionnant à étudier, c'est le rapport qu'entretient Jean-Luc Mélenchon avec Robespierre et aussi la Révolution française, et la différence avec Emmanuel Macron. J'ai fait toute une partie dans ma thèse sur leurs différentes lectures, ce dont ils se réclament, et Jean-Luc Mélenchon a ouvertement dit que lui, son objectif, c'est de réhabiliter la mémoire de Robespierre, parce que derrière, dans la Révolution française, en fait, on lui a fait le procès de la terreur. Et j'ai trouvé exactement le point contrebalancé par Emmanuel Macron, qui dit justement que lui, ce qu'il veut, c'est pas la terreur, c'est le consensus, etc., etc. Donc en fait, ils vont utiliser la mémoire historique, puisqu'en plus la Révolution française est notre événement et notre moment fondateur dans notre imaginaire politique national. On va fêter le 14 juillet, etc. C'est notre référence en tant que citoyen, etc. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon, lui, ce qu'il veut, c'est créer un déplacement d'un point de vue de cette mémoire, en disant que le fait marquant, non, ce n'est pas 1789, ce qu'il faut fêter, c'est 1793, avec la Constitution et la question de la République. Donc là, derrière, il crée une légitimité à, lui, demain, sa 6e République et sa nouvelle manière de faire de la politique, alors qu'Emmanuel Macron va avoir une approche sur la question de l'histoire et sur l'historiographie beaucoup plus neutre, beaucoup plus, consensuel, pour montrer que justement la démocratie, elle est là pour réconcilier les divergences. Et côté espagnol? Et côté espagnol, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on part sur la mémoire de la transition démocratique. On a, par exemple, Podemos qui va dire que le problème, c'est ce qui s'est passé pendant la transition démocratique, qui n'était pas une transition démocratique, mais était une transition de pacte entre les élites qui ont écarté des expressions politiques plus radicales, qui n'avaient pas, dont l'objectif était juste qu'elles signent la permanence du roi, etc. Et donc, par opposition, on a Ciudadanos avec Albert Rivera qui dit non, moi je suis défenseur de cette transition démocratique, il ne faut pas revenir à cette mémoire conflictuelle, on s'est déjà battu, et donc derrière il y en a qui vont remettre sur la table la mémoire historique et la solde de cette mémoire qui d'ailleurs bouillonne en Espagne. Je fais écho naturellement à Almodovar, le dernier film d'Almodovar dont il parle, en fait, de ça, cette mémoire historique aussi, cette Espagne qui bouillonne et qu'on a essayé il fallait pas en parler pour plein de raisons. Et donc aujourd'hui, finalement, le vrai débat en Espagne ne serait-il pas de vraiment interroger le legs de cette transition démocratique et cette dictature, et la responsabilité des différents cadres des partis dans cette dictature.
Parce que j'ai par exemple mené des entretiens avec des personnes qui m'ont dit mais pour moi c'est insupportable aujourd'hui d'être dans la rue et de me balader et de me dire que peut-être je croise quelqu'un qui a tué ou qui a participé à tuer un membre de ma famille. Donc cet héritage conflictuel et mémoriel est toujours prégnant en Espagne, ce qui n'est pas le cas en France. Donc on va chercher à reconflictualiser la mémoire à partir par exemple de notre événement fondateur qui est 1789. Est-ce que peut-être on l'a déjà fait ici dans cette émission, mais repréciser la différence entre histoire et mémoire? Oui, alors l'histoire, c'est les faits, ce qui se passe. L'historiographie, c'est comment on les écrit, comment on les dit. L'histoire, elle va trouver des catégories, on va créer des catégories, des périodes. On va se mettre d'accord sur ces périodes, on va nommer les périodes. On va trouver une source, on va dire cette source, ce témoignage va rentrer dans cette période pour dire quelque chose, etc., etc. Ça va nous permettre d'interroger le présent, le passé, le legs que l'on en a, voilà. Et la mémoire, c'est comment on se souvient des choses, comment on choisit de se souvenir de ces événements et comment indirectement ça va expliquer ou pas les conflits actuels que l'on vit. Voilà. Donc derrière, la mémoire, elle, bien sûr qu'elle est sélective, elle peut être traumatique et surtout qu'elle se transmet, la mémoire. Il y a des transmissions mémorielles. D'ailleurs, il y a des sujets passionnants à traiter autour de l'utilisation de la mémoire dans tous les conflits que l'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça va permettre de créer une légitimité ou d'écrire un récit autour d'une mémoire. Voilà. De faits, inventés ou pas. Une mémoire aussi, c'est une invention. Les nations, par exemple, sont inventées. C'est une invention humaine. Et on va utiliser l'histoire pour justifier ou pas. Après, on va se mettre d'accord. Et donc, se pose la question de la véracité, etc. Mais l'histoire est, par essence, elle ne devrait pas normalement être instrumentalisée. J'ai souvent mes étudiants qui me disent « Mais madame, finalement, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien qui est vrai. » La question de la vérité en histoire, elle est, on pourrait écrire énormément de choses sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Alors, on va se mettre d'accord et trouver une véracité parce qu'on va croiser les sources et on va être d'accord pour écrire collectivement que les faits se sont passés comme ça. Mais regarde le débat, par exemple, qui n'est toujours pas soldé sur la mémoire de la guerre avec l'Algérie. C'est un débat entre historiens, avec l'ouverture des archives ou pas, le croisement des sources ou pas, et l'intérêt diplomatique et géopolitique ou pas, à ouvrir et à se réconcilier ou pas. Donc indirectement, le présent instrumentalise le passé. La question, c'est la volonté de pacifier ou pas. Ça fait beaucoup de questions. Et alors, donc tu nous expliquais tout à l'heure, par exemple, la différence entre Macron et Mélenchon sur cette utilisation de la révolution. C'est la période sur laquelle on va s'appuyer, mais il s'appuie aussi sur des hommes. Pour le coup, Mélenchon s'appuie sur Robespierre. Pourquoi un personnage en particulier? Parce que tu disais tout à l'heure que ces mouvements, justement, ils sont très incarnés par une figure de chef. Est-ce que l'idée, c'est aussi d'avoir une sorte de comparaison ou de... Un héritage. Tout à fait. C'est de créer la dimension de l'héritage et de créer, en fait, par exemple, justement, pour Jean-Luc Mélenchon, on a fait un procès injuste à Robespierre qui a été trahi. Et en fait, il explique justement que les historiens du XXe siècle ont trahi la mémoire de Robespierre en construisant autour de Robespierre un personnage qui est dans la terreur, etc. Et c'était pour permettre, en fait, de donner libre cours à une vision libérale et surtout sociale libérale. Donc, parce que ces historiens étaient sociodémocrates, etc. Eh bien, finalement, ils avaient intérêt à dire que le conflit n'est pas bien. Ce qui permet d'instrumentaliser la mémoire du conflit en disant que moi, Jean-Luc Mélenchon, je veux réhabiliter la mémoire de Robespierre parce que la mémoire que l'on en a est fausse et que le problème, c'est la démocratie libérale, c'est la constitution de 58 telle qu'elle est conçue et qu'il faut créer donc une nouvelle constitution, etc. Et là, on a, d'un point de vue philosophique, l'héritage de l'apport des ouvrages de Chantal Mouffe. Voilà, la dynamique de conflit, le conflit contre le consensus.
En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, si vous souhaitez avoir la vérité vraie, objective, tout ça, vous tapez Nota Bene Robespierre sur YouTube, et bien évidemment, vous tombez sur la vidéo qu'on a fait. Ouais. Y a quelqu'un qui demande dans le chat si c'est un problème qu'un politique joue à l'historien. Je fais les guillemets avec mes mains pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est pas un problème dans le sens où, enfin, pourquoi ce serait un problème? C'est au contraire intéressant d'interroger les références en fait qu'ils ont. Après, justement, ça permet de voir sur le temps long ce dont ils se réclament. Et après, alors jouer à l'historien. Je sais pas si c'est jouer à l'historien, mais c'est en fait peut-être donner aux historiens en fait de l'opportunité d'expliquer cette instrumentalisation de l'histoire. Voilà. Jean-Luc Mélenchon n'est pas historien, mais il aime l'histoire, comme Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a deux leaders politiques qui manient très bien l'histoire. Voilà. Et ça, c'est passionnant. D'un point de vue des références, d'un point de vue des symboles. Justement, parle-nous-en, au-delà de cette période phare de la Révolution française, qu'est-ce qu'ils ont pu exploiter un petit peu tous les deux, et est-ce que justement il y a eu des différences, encore une fois, qui étaient assez symptomatiques de leur mouvement? Par exemple, on a pour Emmanuel Macron, quand il fait sa première photo à l'Élysée, il y a énormément de symboles qui font référence au gaullisme. On a les mémoires du général de Gaulle, etc. Donc, il y a des symboles historiques qui traduisent aussi une certaine vision de la politique concentrée autour de sa personne et même derrière d'un parti qui sert sa personne, mais parce que c'est un parti mouvement qui est organisé en tant que tel. Au-delà de l'histoire, Emmanuel Macron, lui, ce qui est aussi passionnant à étudier, c'est son rapport à la philosophie. Il a une vision, voilà, par rapport à ses liens avec Paul Ricoeur, très des liens sur la philosophie qui sont très intéressants et alors que Jean-Luc Mélenchon va plus être dans des références historiques, par exemple, je pense à Philippe le Bel, je pense à Robespierre, je pense à des moments, je pense à voilà. Alors que Emmanuel Macron est plus philosophe. Voilà, donc on a des divergences sur un rapport aux politiques qui vont permettre en fait d'interroger aussi leur culture politique. Par exemple, dans l'ouvrage de 2016 d'Emmanuel Macron qui s'intitule Révolution, il écrit noir sur blanc que c'est une erreur d'avoir guillotiné le roi en France et qu'il pense que on n'aurait pas dû guillotiner le roi. Et donc ça traduit aussi une vision de sa culture politique. Autour d'une vision de la monarchie, d'un rapport entre le peuple et le monarque, etc. Ce qui m'a permis, par exemple, dans ma thèse, de développer toute une partie sur les fameux rois thaumaturges ou les deux corps du roi. Le roi est mort, vive le roi. Finalement, ces leaders charismatiques, ils ont une vision très christique et messianique de la politique. On dit qu'ils ont un culte de leur personne, mais derrière, c'est leur corps. Leur corps va mourir, mais quand tu regardes les écrits, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il veut écrire le socialisme du XXIe siècle, donc le socialisme va le transcender, et Emmanuel Macron, il a une culture politique très très messianique, le Louvre, etc. Donc on a finalement, on retrouve les deux corps du roi, un corps légal et un corps transcendantal. Ce qui doit perdurer, qu'est-ce que c'est? C'est la question de la démocratie, c'est la question du socialisme, c'est voilà des choses qui nous transcendent. Et donc, c'est aussi intéressant que ces partis mouvements, à travers leurs leaders, veulent écrire de nouvelles transcendances que le XXe siècle, finalement, avec l'âge des extrêmes d'Hobsbawm, aurait détruit. Alors, ta thèse, elle se finit en 2021. Question très simple. Pourquoi? Alors, j'imagine que il faut borner, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, elle se termine en 2021 dans l'étude des partis, puisqu'il a fallu que je borne pour collecter les sources. Et là, je réponds aussi à la question encore que tu me posais tout à l'heure sur comment j'ai borné. Donc, 2021, premier cycle électoral, ça m'évite aussi
surtout pour les partis français, de rentrer dans la période de la campagne électorale pour 2022. Donc je borne un cycle électoral qui commence par des élections présidentielles et qui descend dans les territoires. Ça permet aussi d'avoir un premier cycle électoral avec d'écrire une correspondance avec les partis espagnols. Mais ma thèse, elle ne se termine pas avec l'étude de ces partis. Point 2021, au revoir, c'est fini. Ma thèse, en fait, elle explique, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début, comment à partir de ce cycle électoral, eh bien, au cœur, c'est pas les partis qui sont intéressants, c'est le rapport que l'on a aux politiques, la culture politique, le rapport que l'on a à la crise, comment on l'instrumentalise, la mémoire de la crise que l'on a et comment ces partis utilisent cette mémoire de la crise pour écrire une nouvelle entrée dans la politique qui finalement, moi aussi, je transcende quelque part, qui finalement est le basculement ou pas dans une nouvelle ère, dans un nouveau temps, dans un nouveau siècle. Et c'est là que je retombe sur la crise de 2008 avec finalement ces expressions politiques sont des témoins et des acteurs d'une crise de fin de siècle que l'on a déjà vécue au 19e, sauf que en histoire, en 19e, on étudie beaucoup comment on nomme le temps. Et si tu regardes le 19e siècle, tous les journaux, eh bien, s'appellent le siècle, le temps. On a un rapport au temps qui est très important, en fait, au 19e, que l'on n'a plus aujourd'hui. Qui parle du temps ? Comment on nomme le temps ? Alors, se pose un autre débat. C'est pourquoi on a une disparition de cette temporalité ? Est-ce que c'est la mondialisation ? Est-ce que c'est un délitement aussi de la vision, une accélération, l'accélération sociale du temps ? Là, je fais écho aux philosophes. Et donc, comment l'historien qui est normalement passionné par le temps peut essayer de se réemparer du temps avec dans un monde mondialisé, ultra connecté, des personnes qui n'ont plus de rapport forcément au temps, à l'histoire. Nos institutions nous rappellent quand même certaines temporalités, mais on a aussi des temps forts politiques qui font que se succéder et qui ne veut pas quelque chose sur le long terme. Donc on a peut-être l'histoire, c'est quoi ? C'est la conscience de soi par rapport à la conscience de notre propre passé. Et donc finalement, dans cette crise que j'ai historiographiée, j'explique aussi que cette crise de 2008, eh bien, c'est une crise de basculement ou pas. Et donc, c'est la crise du propre rapport que l'on a avec notre société, à partir du politique. Ouais, le temps, la désillusion entraîne une vraie crise du temps, j'ai envie de dire immédiat, des espérances du futur, et même d'envisager, j'ai envie de dire le temps à rebours, parce que à notre époque, on se projette plus forcément sur plusieurs siècles. On dit il nous reste 50 ans, il nous reste 100 ans. Exactement. C'est le truc, quoi. Dans les autres générations, il y avait la dimension d'héritage. Aujourd'hui, la dimension d'héritage, d'un point de vue culturel, est compliquée. Bon, alors là, nos nouveaux partis se réclament d'un héritage, mais eux, ils veulent ou pas écrire une histoire ou pas. Ou au contraire, est-ce qu'on est, encore une fois, avec ce raccourcissement du temps et ce fameux présentisme, là je fais écho à François Hartog, par exemple, eh bien ce présentisme, ce culte du présent fait qu'en fait on n'existe plus d'un point de vue de la temporalité. Et donc là se pose la question de la dimension transcendantale par rapport aux politiques, la gouvernabilité, l'existence, l'organisation de notre société, parce que qu'est-ce que la politique ? C'est l'organisation de la société. Donc, l'étude de mes partis politiques, qui censément parlaient de nouveautés, finalement, qu'est-ce qu'ils traduisent ? Une vision de cette crise post-moderne. Et c'est en ça que j'interroge d'un point de vue historique. Et c'était ça aussi la promesse de Macron, au final, c'était notre projet. Donc c'est-à-dire, allez, on se prend un truc, il y a un objectif en haut comme ça, justement un objectif transcendantal, on va y arriver tous ensemble, et bon, il y a eu la désillusion de Macron qui fait que est-ce que tous ces partis qui se sont lancés, ces mouvements qui se sont transformés en partis par la suite, c'était l'espérance justement de retrouver un horizon, et qui finalement vu que c'est redevenu des partis un peu classiques, j'ai envie de dire, cette désillusion a entraîné une dépolitisation monstre dans tout le pays. Alors, la dépolitisation, elle était déjà avant, mais ils n'ont pas réussi peut-être à repolitiser la société. Après, se pose la question je nuance tout de suite ce que je viens de dire, parce que ça veut dire que je considère qu'on ne fait de la politique que dans des partis, ce qui est faux.
Et donc derrière, il y a cette question de l'alternative. Comment faire autrement en dehors des partis. Alors, en Espagne, par exemple, les leaders dont je t'ai parlé ont tous les deux démissionné et ont arrêté de faire de la politique. Donc, en fait, c'était des champignons, quelque part. Ça a été, c'est pour ça que je te dis que c'est consubstantiel à la crise de 2008. Ça leur a donné une opportunité politique. Ils ont failli réécrire un système électoral. Et puis, pouf. Et puis, donc, du coup, la question, c'est, et la France? Donc, au cœur, bon, il y a la question du Covid, il y a la question de la France insoumise, les deux, hein, la France insoumise et la République en marche se sont construits autour de personnes ultra charismatiques, se sont institutionnalisés comme des partis dans des contextes présidentialistes. Donc, ce sont des partis présidentialistes qui ont eu énormément de mal à trouver un ancrage et à négocier un ancrage dans les territoires. Pourquoi? Parce que le système électoral et l'organisation fait que, certes, aujourd'hui, il y a un délitement des partis dits traditionnels, mais dans les territoires, ils sont encore prégnants. Et donc, derrière, ce premier cycle électoral montre déjà, parce qu'ils sont très jeunes, une grosse difficulté à s'affronter à la culture politique française. Pour autant, là, il y a une nouvelle... Emmanuel Macron a été réélu. Alors, débat, est-ce que c'est la République en marche ou est-ce que c'est autour de sa personne? Il y a quand même au Parlement moins de majorité avec la République en marche qu'avant. Et au contraire, ce que l'on est en train de remarquer, c'est qu'il y a un retour des partis dits traditionnels, mais en aucun cas, il y a les citoyens français retrouvent le chemin des urnes. Donc, se pose la question, encore une fois, est-ce que la politique s'est votée, tous les combien, pourquoi, et puis la question du système de croyance de l'individu à comment on s'organise ensemble, collectivement, pour faire société. Et ça, c'est un débat que tu as dans une république, mais dans un empire, la question de la légitimité de la royauté, donc il y a un corps social et un corps, on va dire, politique qu'il convient d'écrire pour de nouvelles normes sociales, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est le futur qui nous le dira. Mais c'était mon sujet, était d'interroger en fait cette dimension-là à partir en fait d'expressions qui se proclamaient nouvelles. Donc en histoire, on sait que rien n'est nouveau, tout est permanence et tout est rupture. Et donc là, on a des dimensions qui sont beaucoup plus profondes parce que les permanences et les ruptures, c'est pas que dans la politique, c'est dans la culture, c'est dans le rapport au temps, c'est par rapport aux êtres humains, aux interactions entre eux, et voilà. Alors, on va peut-être pouvoir passer aux questions. Il y en a quelques-unes de la part des internautes, disons-le comme ça, des gens qui sont sur le chat Twitch et qui nous posent des questions en direct et qui alimentent ce podcast de manière interactive. C'est quand même formidable, la technologie. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou en podcast aussi. Peut-être que ça peut alimenter des réflexions sur le sujet. Alors, on a un peu des questions sur tout, sur les événements actuels, forcément, sur la méthode, sur les comparaisons passé-présent. Justement, à quel point pouvons-nous faire des parallèles entre l'histoire récente et l'histoire ancienne pour en tirer des enseignements? Ça, c'est une question très compliquée. Ouais, tout le monde a des réponses différentes, donc... Voilà, et puis, c'est quoi, en fait... utiliser l'histoire ancienne, il faut mettre une date en fait. On n'utilise pas l'histoire ancienne pour justifier le présent. On interroge les témoins des événements dont on parle et on interroge aussi leurs références à eux. Et moi, je parle de leurs références et donc je vais voir si ces références qui s'inscrivent dans un contexte particulier peuvent expliquer dans le temps long ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Sinon, en fait, effectivement, c'est un écueil et c'est pas, c'est une violation historique. Mais l'idée n'est pas de comparer. Sinon, pour le coup, ça devient politique aussi. Instrumentaliser l'histoire, dire que. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de le déconstruire. Voilà. C'est une déconstruction. C'est une explication. Mais du coup, interroger les mécaniques d'un événement ou d'une période, ça peut filer des pistes pour tenter à vue de pif de savoir ce qui va se passer ou pas du tout? Oui, on peut lire. Mais
À toutes les époques. Si on lit l'art de la guerre, on peut comprendre comment fonctionne l'être humain et avoir des... on peut... Le Prince de Machiavel et le livre de chevet de Pablo Iglesias, c'est pas écrit à la même période et pourtant, on retrouve dans leur discours politique des similitudes et d'ailleurs, ils s'en réclament. Donc, c'est un système de référence et faire de la recherche, c'est interroger le mécanisme de pensée et les références des acteurs que l'on étudie. Quelqu'un qui demande si on va pas avoir dans le futur un syndrome guerre, entre guillemets, qui fait que dans 50 ans, on retiendra au final de cette période, surtout la guerre en Ukraine et d'autres événements géopolitiques qui vont venir effacer les événements sociaux qui sont souvent les oubliés des manuels d'histoire. Cette question, elle a une lecture très immédiate. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on fait le point en histoire et on voit qu'on parle de l'histoire des minorités, on dit les femmes ont été les grandes oubliées de l'histoire ou certaines communautés, on parle de déshistoriciser les femmes ou d'autres personnes, par exemple, dans l'histoire, puisque l'histoire a été souvent écrite par des hommes qui ont choisi d'écrire sur ces sujets, etc. On ne sait pas, dans les années futures, ce qui va animer les personnes, les historiens, pour étudier les phénomènes de notre temps présent. La saturation que l'on a aujourd'hui, bien entendu, va autour de la crise de l'inflation, la question de l'Ukraine. Néanmoins, il y a plein de sujets d'études qui peuvent être étudiés et parce que on aura parlé de ce sujet, eh bien on va dire à cette époque des sujets étaient traités à partir de telle perspective. Si on prend par exemple les années 60, tout à l'heure tu me parlais du contexte les années 60, en Espagne, il y a un processus d'américanisation et il y a des chercheurs en sciences politiques qui ont été financés, mais partout dans le monde, d'ailleurs pas qu'en Espagne, par des fondations Ford, Rockefeller, etc. Et en fait, ils sont partis aussi aux États-Unis étudier. Ils ont étudié quoi ? La science politique. À partir des années 45-50, c'est le moment de la science politique et d'un point de vue comparaison. Et donc, on a finalement... quand j'en ai parlé dans ma thèse, on regarde qu'à partir des années 60, quand ces chercheurs reviennent, en fait, ils vont écrire plus tard sur le système politique espagnol, mais d'un point de vue de la science politique américaine, parce qu'ils ont été formés pour ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que ces chercheurs, leur méthodologie, elle est issue de là. Et en fait, tous leurs ouvrages, ce que l'on voit, ils s'interrogent sur ça à telle fin. Si on regarde au 19e, début du 20e, on a des ouvrages sur la crise de fin de siècle du 19e autour de « Ah mon Dieu, qu'est-ce que l'Espagne ?» Et donc les Espagnols, les intellectuels vont s'interroger sur cette dimension-là. Et donc la question de cette personne, en fait, c'est finalement, dans les années futures, donc après c'est quoi les années futures ? C'est 10, 20, 50, 100 ans. Elles vont dire, j'espère qu'ils auront de la méthodologie, mais je pense quand même, et ils vont dire, alors, en 2023, qu'est-ce qui faisait battre l'âme et les interrogations des intellectuels, entre guillemets, et donc, je pense qu'une des réponses, elle est dans ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire de sortir les chercheurs des carcans universitaires et de participer à la vulgarisation de l'histoire comme tu le fais, pour permettre à un maximum de personnes qui forcément ne vont pas forcément aller regarder les thèses qui ont été soutenues, mais qui vont pouvoir s'intéresser à des sujets, et donc de vulgariser ces sujets de recherche pour dire aussi que ces sujets, on peut s'y intéresser d'un point de vue historique, et au contraire qu'ils ont animé le débat pendant notre temps. Après, on peut pas dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on peut pas dire que, un autre sujet, ce sera, finalement, est-ce qu'il y aura plus de femmes chercheuses qu'avant ? Est-ce que on s'est intéressé à ces sujets parce que c'était comme ça ? Le prisme, mais ça traduira quoi ? Ça traduira l'époque dans laquelle on est, comme les conditions de nos recherches, comme les conditions de la vulgarisation, et le fait aussi de qui donne la parole, à qui, comment et à quelle fin. Et ça, ça transcende toutes les époques. Qui avait la parole, comment étaient légués les écrits, comment on les a retrouvés, etc.
Oui, oui, et puis il y a aussi dans ce ressenti-là plusieurs réponses en fonction de qui on parle. Est-ce qu'on parle du milieu universitaire? Est-ce qu'on parle du public qui va recevoir cette histoire? Typiquement, on le voit depuis des dizaines d'années maintenant, le champ universitaire, le champ de recherche, il devient de plus en plus transdisciplinaire, on s'ouvre à de plus en plus de sujets, et donc on voit qu'il y a une évolution. À la télé, pour le coup, ça reste encore très guerrier, très pouvoir, mais on sent une toute petite évolution. Dernièrement, tu vois, j'étais à une réunion avec le groupe TF1 Histoire TV qui présentait leur ligne éditoriale. Et effectivement, ça reste encore très contemporain. La guerre, etc. D'où cette peur, sans doute, de se dire dans 50 ans, en fait, est-ce qu'on traitera pas que de la guerre et pas des mouvements sociaux ou autres? C'est une question qui est légitime. Après, même sur des chaînes spécialisées comme ça, on voit qu'il commence à y avoir une petite ouverture qui se rapproche un peu de ce qu'on peut trouver honnêtement sur Internet, hein, puisque sur YouTube, on a une ouverture du champ de vulgarisation qui est assez incroyable, et on trouve vraiment des chaînes qui sont spécialisées sur toutes les thématiques hors guerre ou pouvoir. C'est hyper intéressant. Après, se pose une autre question, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur les réseaux sociaux, c'est que la saturation de l'information et mettre sur le pied d'égalité, et comment les générations plus tard qualifieront une source de ce qui n'est pas une source, et de qui a fait de la recherche n'est pas, et plutôt que quelqu'un qui prend la parole et dit je suis pas d'accord, etc. C'est plus ça, moi, le débat qui m'interpelle et qui me fait peur, à savoir le caractère sérieux, hein, ou pas, de qui prend la parole et à qui on la donne, et donc sur quoi on va se fonder plus tard. Puisque c'est quand même un peu aussi ce qui nous anime en ce moment. On sait que Internet, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de diffusion d'opinions et de fausses informations, et d'instrumentalisation de ces fausses informations. Oui, beaucoup de gens sur Internet disent que Nota Bene, c'est une émission de dangereux islamo-gauchistes. Qu'en est-il vraiment? Le suis-je? Ça, c'est des questions qui se poseront aussi dans le futur. Voilà. Il y a Hélène qui nous dit, bon, alors l'histoire immédiate, le temps présent, tout ça, on en a un peu parlé au départ. C'est une discipline pas controversée, mais en tout cas qui continue encore à faire un peu débat. Est-ce que c'est pas compliqué du coup de se légitimer dans ce contexte? Oh, je crois que non. Enfin, on peut trouver toujours des personnes, hein, qui vont dire que justement par rapport à la méthodologie c'est compliqué, etc. Mais encore une fois, la trilogie dont je t'ai parlé, qui est déjà dans les années 70-80, parlait de l'histoire du temps présent comme étant une importante période pour renouveler la pratique de l'histoire. Et en fait, en tant qu'historien, on est obligé de s'affronter aux nouveaux objets d'études pour témoigner de notre temps. Et ça, c'est un sujet historique. La question de la légitimité, en fait, c'est une fois qu'on est docteur, on est reconnu par ses pairs, hein, donc il n'y a pas... voilà, on peut toujours... Enfin, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur la chaîne, il y a toujours peut-être des critiques ou pas, mais il y a de plus en plus... Par contre, dans les médias, il y a de plus en plus d'historiens du temps présent, oui. Ils vont pas, encore une fois, ils vont pas te dire je suis historien du temps présent, viens on débat sur l'histoire du temps présent, mais ils vont, en fait, leur méthode, leur sujet, en fait, dont ils ont parlé, eh bien, sera sur le temps présent. Voilà. C'est parce que on a eu un débat sur la discipline tout à l'heure on a évoqué ça. Et de façon plus globale, hein, faut le souligner. Alors même si sur Internet on essaye de donner un peu plus la parole aux historiens, aux archéologues, etc. Moi, j'ai la sensation qu'à la télé, ça commence aussi. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et à la radio surtout aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Ben, je pense que oui, c'est top parce que ça permet aussi à la discipline de se renouveler et de s'emparer de nouveaux sujets d'études d'un point de vue historique. Parce que, encore une fois, mon sujet d'étude, j'aurais pu le traiter d'un point de vue, je prends un ou deux parties et j'interroge entre eux ce qu'ils disent. Mais ce que j'ai pu aller au-delà à partir de l'histoire, à partir d'une perspective historique. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé et c'est le côté novateur de ma thèse. Il y a quelques minutes, on parlait du désintérêt des masses pour la politique dans le temps. Est-ce que ça, c'est un vrai constat ou c'est une idée reçue du style c'était mieux avant ?
Alors, c'est un vrai constat si tu prends les résultats d'abstention. Par contre, on peut le réfléchir autrement si on se dit qu'on peut faire de la politique en dehors de l'expression du vote. Donc, dans le mouvement associatif, faire de la politique autrement, etc. Je parlerai plus de dépolitisation au profit, en fait, d'une société de consommation. Voilà. C'est plus dans ça que je mettrai la question de la dépolitisation et dans le désenchantement des grandes idéologies qui ont structuré le XXe siècle, et donc la victoire du libéralisme post-effondrement du mur de Berlin, et donc derrière plus d'alternatives au libéralisme, sauf à partir de Porto Alegre 2000, une vision altermondialiste qui va se syncrétiser dans mes expressions politiques de gauche radicale dont je t'ai parlé. Voilà. C'est pour écrire en fait une vision alternative à la mondialisation libérale. La vraie question, c'est pouvons-nous le faire encore ou pas? Puisque même les partis de gauche, la social-démocratie s'est libéralisée. Voilà. Donc ces partis de gauche radicale ont essayé d'écrire une nouvelle voie altermondialiste. Aujourd'hui, du coup, on sort un peu des bandes chronologiques de ta thèse, mais là, en 2023, toi, tu vois d'autres trucs qui émergent ou pas du tout? La saturation médiatique autour de l'inflation et de la guerre en Ukraine invisibilise aussi la question politique. Je pense que il n'y a pas un temps politique là en ce moment pour créer en fait une alternative. Et en fait, la problématique viendra. Alors, l'alternative, en fait, elle viendra si vraiment Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Et tu sais que le débat, c'est potentiellement ou pas faire un troisième mandat. On ne sait pas. Voilà. Donc, et après, Jean-Luc Mélenchon ne se présenterait pas. C'est toujours pareil. Et donc, si tu enlèves, en fait, ces chefs charismatiques qui ont structuré la vie politique ces dernières années, qui serait ou pas, ou une nouvelle personne pourrait émerger. Et est-ce qu'encore une fois, de toute façon, on est toujours sous la Ve République, on a toujours les mêmes méthodes. Et en fait, quand j'ai interrogé ces nouveaux partis, j'ai expliqué, finalement, un nouveau parti, est-ce qu'il est en capacité de prendre le pouvoir et comment? Voilà. Donc, j'ai expliqué comment Emmanuel Macron et son parti l'ont fait. Et demain, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait de la politique, qui n'avait pas les réseaux d'Emmanuel Macron, peut le faire? Ou ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même expérimenté en politique. Parce que ce n'étaient pas des novices. Donc, c'est ça la vraie question. Est-ce que pour les prochaines élections, et là, j'ai encore une fois un discours qui est très présidentialiste. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une vision très présidentielle de notre Ve République. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? C'est pas ce que je dis. C'est le potentiel de renouvellement que j'interroge. Et puis après, l'autre débat, il est philosophique. Pourquoi renouveler? Pourquoi? Est-ce que vraiment c'est le bon timing avec ce qui est en train de se passer économiquement et internationalement? Voilà. Parce qu'il y a d'autres sujets qui arrivent, une progressive encore plus intégration dans le système européen, donc un affaiblissement encore de notre État, etc., etc. Alors, on parlait tout à l'heure d'une des difficultés des périodes que tu étudies, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sources. Mais est-ce qu'il y a des manques tout de même? Là, par exemple, on parle des documents classifiés ou autres qui nous permettraient d'avoir un éclairage un peu plus pertinent. Le principe du manque, c'est que quand tu l'écris, tu le sais pas. Eh oui, c'est vrai. Donc, écoute, certainement. Après, je t'ai expliqué toutes les sources que j'ai croisées, qui sont quand même pas que des sources. Enfin, voilà, je n'ai pas fait que des entretiens. J'ai fait beaucoup plus que ça, d'un point de vue des matériaux. Hein. J'ai croisé toutes leurs manifestations et documentations, prises de parole, etc. Après, peut-être très certainement, mais le sujet n'est pas de chercher, je pense, l'infime qui va invalider. J'ai pas défini. En fait, mon idée n'était pas de définir un peu que la France insoumise. Il y a des manuels sur la France insoumise, ce que c'est, etc. C'est
En quoi la France insoumise, ou demain, si tu veux, je te parle de la République en marche, Podemos et Ciudadanos, ces 4 partis, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils disent être, qu'est-ce qu'ils ne sont pas, comment ils arrivent dans une période particulière, qu'est-ce que ça traduit de cette période, et qu'est-ce qu'ils renouvellent ou pas, et est-ce que ces renouvellements, eh bien, on l'a pas déjà dans notre histoire rencontré. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ça n'accouche pas d'une révolution, pour reprendre l'ouvrage d'Emmanuel Macron qui s'intitule Révolution. Est-ce que la révolution, elle serait pas silencieuse? Et donc, etc., etc. En fait, c'est ces débats-là qui m'animent. Et encore une fois, les objets, d'un point de vue historique, mes partis, ce sont mes objets. Mais je me suis intéressée aussi aux leaders, à leur culture politique, à ce que ça traduit, en fait, d'un point de vue de l'homme et de leur immanence. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus cyclique. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle? Quand c'est Emmanuel Macron qui parle? C'est l'homme ou le leader charismatique messianique avec les 2 corps du roi? Combien de temps faut-il attendre pour qu'un événement rentre dans l'histoire? Ça, c'est compliqué aussi, parce qu'on a tendance à dire que, tu vois, l'invasion de l'Ukraine, dès les premiers jours, tout le monde s'est dit, oulala, ça va rentrer dans l'histoire. Mais Eh bien, un événement, pour qu'il rentre dans l'histoire, il faut que, collectivement, on soit d'accord pour le sanctuariser dans une période comme étant déterminant pour le futur. Donc, on est en train d'écrire l'histoire. Est-ce qu'on est en train de faire un événement de notre rencontre? Très certainement. Après, ça engage ta chaîne, ça engage mes écrits. Bon, c'est pas pareil que la Crimée ou la guerre en Ukraine, mais si on parle d'un point de vue militaire, par exemple, la question de l'invasion de la Crimée, eh bien, elle était circonscrite comme un événement à un point donné. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire que oui, la Crimée, point telle date. C'est en quoi en fait la Crimée rentre dans une vision politique de Poutine et dans une manifestation et un projet qui correspond et qui était potentiellement prévisible ou pas. Et comment en fait cet événement il se fait avec d'autres faits rentre dans une période concrète. Et c'est là que ça traduit quelque chose. Parce que sinon, c'est avoir une vision très événementielle de l'histoire. L'histoire, c'est une suite d'événements, mais il faut maintenant les tisser entre eux et c'est là que l'historiographie arrive et l'écriture de l'histoire, pour donner du sens. Et le sens, c'est en fonction de, bien sûr, notre idéologie, nos intérêts, l'intérêt qu'on a pour ce sujet, la croyance que l'on a ensemble à dire ces choses-là, et collectivement, si on est d'accord ou pas. Comment on le reconnaît? Parce que tu demandes à d'autres pays, ils reconnaissent pas que c'est peut-être un problème, l'invasion de la Crimée. Peut-être, je ne sais pas. Donc c'est peut-être pas tant un événement historique que pour le monde occidental, qui en fait un des événements traumatiques pour justifier la vision de Poutine de sa politique. Oui, après de toute façon, dans tous les cas, il y a enfin, je veux dire, l'histoire, elle est très localisée, c'est-à-dire que l'histoire occidentale, l'on envisage pas du tout de la même manière que l'histoire asiatique ou en Amérique latine, où il y a même pas les mêmes périodisations, j'ai envie de dire. Donc et c'est pour ça que je te parle de faits et de comment tu tisses les faits entre eux. Parce que c'est pour ça que tisser les faits entre eux, ça traduit cette lecture de l'histoire. En fait, c'est Michel de Certeau qui disait un événement, c'est pas ce que l'on sait de lui, c'est ce que l'on en fait, et d'abord pour nous. Comment, en fait, l'Occident ou notre vision va faire de tel événement une partie de son histoire et comment, en fait, elle se reflète. C'est-à-dire que nous, eux, nous avec eux, nous contre eux, etc., etc. Dans un système d'histoire universelle, l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu aurais
des livres à nous conseiller ou du documentaire ou n'importe quoi, des ressources que le grand public qui nous écoute pourrait consommer, vu qu'on est dans une société de consommation, afin d'y voir plus clair sur ce sujet. Alors, j'ai un livre, je pense, qui est intéressant, puisqu'on a beaucoup parlé d'écriture de l'histoire, de Enzo Traverso, qui s'appelle L'histoire comme champ de bataille. L'histoire comme champ de bataille, interpréter les violences du XXe siècle. Donc ça, c'est un livre vraiment que je conseille. Ensuite, il y a un livre, il est peut-être un peu plus compliqué à lire, mais il reste passionnant, c'est de François Hartog. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment les périodes, etc. Donc, ça s'appelle Régime d'historicité. Historiciser, c'est catégoriser. Et peut-être un livre plus accessible et qui est un de mes préférés, ce sont les ouvrages de Dominique Khalifa, Comment apprendre à nommer le temps. Pourquoi on parle de la restauration? Pourquoi on parle de... Voilà. Donc, comment on fait des périodes, comment on catégorise ces périodes et comment on traduit l'héméronymie, c'est-à-dire comment on écrit un récit en fait de ces périodes. Et moi, indirectement, dans cette crise de 2008, je l'ai historicisé, j'en ai fait une période, et maintenant reviendra au siècle futur et aux générations futures d'en faire, de le nommer et d'en créer l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, regarde, moi j'en fais une période, c'est l'apport de ma thèse, mais ça reste une période de crise de 2008. Ce sont les générations futures qui diront, d'accord, on est d'accord pour en faire une période, mais on va pas l'appeler période de 2008. Déjà, moi, je la sors de l'événement, j'en fais une période. Ce sont les générations futures qui vont dire, en fonction de ce qu'elles voient de notre époque, c'était peut-être une période de tension, de je sais pas quoi, voilà. Et moi, j'ai expliqué que c'était une crise de fin de siècle. C'est ma propre écriture. Mais rendez-vous peut-être plus tard. La période de la dèche, le flouze, voilà, je sais pas, il va falloir trouver un titre de période. Proposez vos vos titres de période dans les commentaires. Voilà, peut-être que ça deviendra un titre à un moment donné, je ne sais pas. On verra. Et bien sûr, peut-être le moment le plus important de l'émission, car encore une fois, nous sommes dans une société mercantile. Qu'est-ce que tu as à nous vendre? Dis-nous tout. J'ai écrit un ouvrage de culture générale que vous pourrez retrouver. Et puis, j'ai des articles scientifiques qui vont paraître bientôt, puisque je participe à des colloques normalement en novembre. Sinon, au sein de mon actualité, je suis directrice de publication d'un média qui s'appelle Revue économique de France, où avec des copains, on interroge souvent la question de la réindustrialisation de la France, etc. Et puis, je vais prochainement attaquer un ouvrage sur l'instrumentalisation de la mémoire, justement. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra en reparler. En tout cas, Virginie, merci encore de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'hab, vous pouvez retrouver cette émission en diffusion sur YouTube et en podcast. Bien sûr, ça sera dans quelques semaines, quelques mois après cette émission en direct. Et merci à Hélène pour la modo, merci à Louis pour la préparation de l'émission, merci à toute l'équipe Nota Bene, comme d'habitude, qui fait un super boulot. Salut tout le monde!